Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci d'être fidèles à notre programme du Bonjour d'Algérie, votre matinale qui vous accompagne, qui vous informe, qui vous divertit. En tout cas, toute l'équipe est là pour vous servir. Et puis vous écoutez en sommaire cette belle mélodie, ça s'appelle Magnifique et c'est de Mélodie Gardot. Et bien entendu, n'oublions pas que cette émission est sponsorisée par notre sponsor officiel Coral Peinture qui vous accompagnera tout au long de cette émission. Nous sommes donc le mardi 17 novembre. Nous allons passer un beau moment en compagnie bien sûr de nos invités. Nous allons recevoir dans un tout petit moment Jawdet Gessouma pour sa rubrique littérature. Aujourd'hui, il fera un gros plan sur un auteur qui est très prolifique à travers ses écrits. Vous allez découvrir son talent. Il s'appelle Jazairi. Vous allez le découvrir tout à l'heure à travers les mots de Jawdet Gessouma. Et puis on découvrira sa passion pour l'écriture. Nous aurons également à faire un gros plan sur la maladie d'Alzheimer. Et oui, aujourd'hui, de plus en plus de cas à travers le monde et aussi dans notre pays particulièrement. Nous allons évoquer bien entendu cette pathologie à travers des reportages et surtout notre invité qui sera là, qui est le directeur du Centre médical de la mémoire. Nous en saurons plus tout à l'heure à travers son témoignage. Et puis on aura également à recevoir Fla Abraz dans sa rubrique pédagogie. Elle viendra nous parler de l'enseignement des mathématiques au niveau des écoles. On verra aussi l'enseignement, donc des astuces pour faire aimer les mathématiques aux enfants. Et puis on parlera aussi donc technologie avec bien entendu une bonne nouvelle qui fera plaisir à bon nombre de personnes qui suivent la télévision de très près. Ça s'appelle donc le switch plus communément, c'est le basculement du numérique, de l'analogique vers le numérique. On en a déjà parlé, rappelez-vous, il y a quelques mois. Donc nous allons passer à la deuxième phase cette fois-ci. Eh bien, nous aurons le chef de département du TDA, de l'entreprise de télédiffusion algérienne qui sera sur notre plateau pour nous parler bien sûr de cette deuxième phase. Ça va toucher 19 wilayas du pays. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie et ce jusqu'à 10h du matin. On va commencer par les nouvelles du ciel avec Amel Haribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, merci. Vous êtes en forme? Oui. Il fait chaud? Pas trop quand même. Le matin, il a fait très humide. Moi ce matin, j'étais étonnée, bon? il ne faisait pas très frais Pas comme très d'habitude. frais. Pourtant, il y avait des petites pluies. Oui, le matin. Oui, Mais c'était le c'était soir humide. le plus. D'accord. Vers le centre-est et l'est. Donc, tout le monde attend les pluies, Amel. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. Ok, on vous écoute. Allez. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on a eu de la brume en ce début de matinée sur les côtes ouest et pratiquement l'ensemble des régions intérieures et le haut plateau du centre et l'est du pays. Et on a eu aussi quelques pluies durant cette soirée sur les régions du centre-est et l'est du pays. Et mais pour cet après-midi, on aura un ciel dégagé à peu nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord, la moitié sud, excepté quelques voiles du côté de Tindouf. Ailleurs, le ciel sera bel et bien au rendez-vous vers la Saoura, le Nord Sahara, les Oasis, le Sahara central, l'extrême sud, le Hégard Tassili et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, elles accuseront une toute légère baisse par rapport à hier. Et Météo Algérie a prévu un minimum de 16 degrés du côté de Batna, 18 Constantine, Djelfa, Al-Beyod, 23 à Alger, 22 à Naba, également à Tizi Ouzou, 24 à Oran et Relizane, 26 à Tlemcen, au sud 27 degrés Gardaïa, Béchar, Biskra, 26 à Elizi, 24 à Manrasset et Janet, 30 à Adrar et enfin 32 degrés le maximum Tindouf, Borj Petit Mokhtar et Ingzam. La mer, durant cette journée, eh bien, elle sera un peu agitée sur les côtes ouest et centre, mais très agitée sur les côtes est avec des
vents qui vont souffler entre 20 et 30 km/h sur les côtes ouest et centre et 30 à 50 km/h sur les côtes est de secteur nord à nord-ouest. On va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel restera passagèrement nuageux, plus exactement du côté de Paris, Rome, Madrid, Lisbonne, nuageux à Londres, également Berlin et Kiev, mais le soleil sera bel et bien présent à Moscou, Istanbul. Le mercure affichera un minimum de moins 2 degrés à Moscou, 1 degré à Kiev, 11 à Berlin, 12 à Vienne, 14 à Londres, également Paris, 19 à Rome, 17 à Istanbul, en passant par les 21 degrés le maximum à Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, c'est fait. Vous savez tout sur le temps qu'il fera aujourd'hui. J'espère que vous avez pris note. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Midi et 19h, 19h. on vous laisse repartir comme d'habitude avec une belle Chanson. chanson. C'est le groupe Day qui nous chante Anna Jazairi.
Salem. Et ce groupe nous a transmis sa bonne humeur. J'espère que pour vous aussi, vous êtes en super forme pour nous suivre et nous regarder. On commence tout de suite avec la rubrique littérature avec Djawdet Gessouma. Bonjour Djawdet. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Très bien. Une belle chanson comme ça nous a mis du punch. Oui, et puis c'est bien choisi par notre ami Yazid, bien sûr. Yazid qui a pensé faire le lien avec notre auteur aujourd'hui choisi, Jazairi, Anna Jazairi. Et l'auteur s'appelle Jazairi. Il signe Jazairi. Jazairi. Terkdé pour les intimes. Très On va garder le secret de... Voilà. Voilà. Donc Jazairi, un écrivain algéro-français, né le 24 septembre 1970 à Alger Centre. D'ailleurs, c'était bien d'avoir, de lui dédiant le Brouali de la fin de Day, parce que il est amoureux viscéral, fusionnel de cette Algérie qu'il a vu grandir jusqu'en 2001. Ensuite, il est parti, s'est installé dans la région mulhousienne et il a produit toute une série de livres. Quasiment consacré pour la plupart à cette Algérie qu'il adore, cette Alger la blanche qu'il a vu grandir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en même temps, avec quelques voyages, quelques escales, d'abord dans l'histoire de l'Algérie et ensuite dans la grande histoire universelle où il va nous produire une série de livres. Donc pour l'instant, je pense que nous sommes vers 6 romans déjà produits. Oui. On a par exemple Le Temps des cactus. Oui. Le Temps des cactus, donc, va inscrire une intrigue dans un contexte général et où il va nous parler un peu d'Alger, octobre 88. Oui. Et donc il va toujours avoir, donc Jazairi va toujours avoir des personnages qui sont inscrits vraiment dans le populaire. Il est amoureux, Jazairi, l'auteur, des petites gens. Il est amoureux de ce qui l'entoure. De ce qui l'entoure. Il a toujours été de toute façon en contact avec ces petites gens et il s'est toujours enrichi, empreint de leurs petites histoires qui peuvent être triviales pour tout un chacun, mais justement, à l'intérieur de ces petites gens, c'est quelque chose des grands drames, par exemple. Donc, Le Temps des cactus va nous parler de moi j'appelle ça la révolution d'octobre, pas celle de 1917, mais celle de 1988, où il y a justement toute cette atmosphère étouffante. Lui, il va nous inscrire une belle histoire d'amour en même temps entre Malika et moi, justement, qui va avoir de curieux détournements. C'est un roman où il nous inscrit cette histoire d'amour et un ensemble d'intrigues à tiroir, juste dans le contexte étouffant de l'avant-octobre 88. Donc il a juste fixé cette histoire dans cette période. C'est un peu une histoire qu'une certaine génération a vécue, beaucoup ont vécu, qui n'ont pas réussi à mettre des mots sur cette situation. Voilà. Et donc lui, il le fait à sa manière. Et donc lui, il est très intéressant parce qu'il est quasiment dans un corpus, presque un corpus, puisque son œuvre n'est pas assez large pour qu'elle nous fasse un corpus, mais il a justement le don d'écriture, d'une écriture très fouillée. D'ailleurs, de temps en temps, dans la littérature, lui, il intègre des notes d'actualité un peu journalistiques qui cassent un peu c'est un peu la critique. Voilà, c'est un peu la critique qu'on pourrait faire parce que de temps en temps, il est didactique. Et donc, il s'échappe un peu de la distanciation qu'un écrivain devrait avoir par rapport à... Mais ça ne dérange pas dans un certain sens. C'est-à-dire, le lecteur, au lieu donc d'être plongé carrément du début jusqu'à la fin dans l'histoire, il est peut-être... De temps en temps, il nous marque des retours vers la réalité la plus stricte. Et de temps en temps, ça casse. Mais c'est en même temps didactique. Je pense que c'est fait pour un lectorat. C'est son style. Voilà, c'est un style. Et puis, il a donc la saison des larmes aussi. Il a d'abord Terre Rubiconde, parce que je voudrais bien garder, si vous voulez, l'ordre. Terre Rubiconde, là, c'est un roman que j'ai adoré, parce que
la lecture est très fluide. Là, vraiment, Facile. même facile, malgré le fait qu'il utilise beaucoup il a une langue française très fouillée, très châtiée, mais avec des mots de temps en temps qui nous perturbent. Mais c'est très intéressant, parce que là, il va nous produire terre rubiconde, donc terre généreuse, terre bien rougeaude, bien... il va nous emmener dans un... Là, moi, c'est un pur contrepoint moderne de ce qu'a été l'écriture de Ibn Haldouga, par exemple. Là, on peut le dire sans avoir peur. Il va nous inscrire une belle histoire avec plein de questionnements chez les propriétaires terriens, les colons. L'histoire va démarrer dès 1930 et elle va s'en aller jusqu'à 1960, dans les années 60, comme ça. L'indépendance, on devine les prémices de l'indépendance, avec tout un entretissage il va tisser des intrigues, il va tisser des histoires et va nous mettre dans l'histoire avec Salih Hadj. Il va installer un contexte général. C'est vraiment recherché, et là. c'est vraiment recherché. C'est beaucoup de travail de documentation qu'il transfère dans le domaine de la littérature. Et franchement, c'est pour un jeune, c'est-à-dire qui n'a pas le recul, qui n'a pas le vécu de cette histoire, aller des années 30 jusque dans les années 60 avec un cheminement logique et dramaturgique, littéraire très fouillé, c'est vraiment, je pense, pour moi, c'est l'un de ses... cet ouvrage. Terre rubiconde, c'est l'un de ses meilleurs romans et c'est un roman qui compte beaucoup dans la littérature, la jeune littérature algérienne. Tout à fait. Et bon, il ne bénéficie pas de la popularité d'un Kamel Daoud ou autre. Et je pense que c'est pas mérité. Et il doit être inscrit dans la littérature algérienne au sens contemporaine. Contemporaine. Tout à fait. Vous êtes là pour le présenter et pour le dire, d'ailleurs. Rectifions le tir. C'est ce qu'on dit, rectifions le tir encore avec des personnes qui le méritent. Voilà, c'est amplement mérité. C'est très important. Vous avez l'habitude de nous présenter des auteurs, en général, ils sont thématiciens. Celui-ci ne l'est pas encore. Non. Ne l'est pas. Il vient d'avoir une licence en droit. D'accord. Donc, on va bientôt se diriger vers ceux qui ont des licences en droit. Voilà, peut-être. Ça sera je connais déjà un poète qui en a eu, je le présenterai une autre fois. Donc, ensuite, de cette Algérie, dans la période de la colonisation, ensuite vers l'indépendance, on va se diriger carrément vers le monde. Et là, il va intégrer la sphère universelle, Jazairi, pour nous mener vers et nous faire connaître les fils de Seth. Alors, les fils de Seth, c'est une belle intrigue d'un Iranien qui a vécu à Khor, un petit village de l'Iran. Il s'appelle Kaveh. Et il décide de quitter son pays pour Paris. Là, il va se lier d'amitié avec une certaine Elisabeth. L'amitié va se transformer en autre chose. Mais entre-temps, lui, il va aussi se lier d'amitié avec David. Donc, je laisse les téléspectateurs deviner le prénom David, d'où il vient. Bien sûr, commerçant avec, quasiment dans une région où les commerces de tissus et toutes ces choses-là sont connus. Et donc, il va y avoir toute une histoire avec un acte fondateur dont je laisse le secret au lecteur. Cet acte fondateur va perturber un peu cette immense amitié qu'il y a entre cet Iranien et ce séfarade, je pense, qui, sont très liés et tout. Et ce qu'il y a de bien avec Jazairi, c'est qu'il a vécu, c'est un écorché vif, je le connais personnellement, c'est quasiment un petit frère. Je me permets de partager ça avec nos amis téléspectateurs. Et donc, je sais que c'est un écorché vif. Très sensible, très blessé par ce qui se passe. Il pointe les incuries, on a les mêmes défauts. Il est en quête de justice, toujours de vérité. En quête de justice, de probité. C'est un personnage d'une honnêteté, mais vraiment fabuleuse. Et on le voit, on le ressent on le ressent à travers son écriture. Et donc, par contre, il a toujours cet esprit de résilience. Il a toujours quelque chose qui va toujours mettre un point final ou alors une direction
même littéraire, vers toujours quelque chose de constructif, de D'accord. positif, de résilient. C'est-à-dire la leçon de ces écritures nous montre toujours cette capacité d'être résilient à travers la littérature, à travers des indices, à travers des choses, toujours une leçon apprise, Oui. sans avoir l'air d'y toucher. Bien sûr. Et surtout, il est loin donc de son pays natal et pourtant, il écrit Il est- énormément sur son il est actualité, sur son ancré. vécu. Voilà. Exactement, il est ancré dans cette Algérie qu'il adore et vraiment ça relève de l'émouvant, je veux dire, quand vous le ressentez vraiment dans la puissance de son ses texte. écrits. Et c'est vraiment un écrivain algérien et français qui compte, parce que justement il a aussi cette dualité de l'identité Oui, cette qui double est assumée. identité, ouais. Voilà, donc il a une identité double qui est vraiment fabuleuse. Donc c'est vraiment un écrivain que j'ai adoré lire pour vraiment le plaisir, ce qu'il vous restitue, le plaisir de la simple lecture. Donc après, bien sûr, il va nous emmener dans l'ancien empire, pas empire, bon, enfin dans l'ancienne civilisation andalouse, où là il y a Youssouf, un être imaginaire, mais on ressent que c'est quand même Abderrahman ou des choses de ce genre, oui. Voilà, de ces princes, de ces califes d'Andalousie qui ont fait la belle Andalousie et qui, à un certain moment, sont entrés en déliquescence. C'est des empires, enfin des royaumes, des principautés qui sont tombés en déliquescence. Et lui, il va nous fixer dans Baraka, qui est un de ses avant-derniers livres. Baraka, il va nous fixer cette histoire et nous faire rentrer en immersion de l'intérieur. Donc on a l'impression qu'il a vécu avec ces toutes princes ces andalous, Cordoue, Granada et tout ça. À l'époque de Et Zirieb aussi. à l'époque aussi de Zirieb, où il va même d'ailleurs, même la typo de son livre, même la police d'écriture a été très changée. classique, elle a été changée, vraiment pour nous intégrer dans cet univers vraiment fabuleux qu'a été Cordoba, Granada, tout cet empire andalou. Et là, lui, il va juste prendre un moment où cet empire va en déliquescence et c'est formidable. Ensuite, je terminerai sur ça. Il va nous... donc, il y a certains de ces romans comme Terre Rubicante qui ont été réédités en Algérie, à Dar al-Othmania par exemple en 2010. Qu'on peut trouver. Donc, on peut les trouver. facilement. Sinon, bon, quand on cherche, on peut les commander. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut commander ces livres en dinars et tout. Donc, il y a aujourd'hui un système Cette par Internet facilité. qui vous permet de... C'est-à-dire, on n'est pas... Même si on ne les trouve pas chez les libraires, on peut les avoir en D'accord. quasiment 15 jours en dinars et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Ok. Et donc, le dernier ouvrage, là, c'est vraiment l'apaisement, si vous voulez, avec une manière beaucoup plus légère de voir les choses, qui est, bon, les gens devineront aussi l'humour derrière le titre, Cassos Land. D'accord. Donc, cas sociaux, Land, voilà, un peu. Il Le fait un jeu de monde mots et des voilà. cas Et donc, sociaux. Et il y en donc, a. voilà, il y en a beaucoup. Et donc là, lui, il va nous faire rentrer dans un... C'est hilarant, c'est très rigolo. C'est assez voilà. humoristique cette fois-ci. Voilà, Ouais. assez souple, assez là. Et donc vraiment, moi, Djezairi, Terek D pour nos amis, D'accord. est vraiment un écrivain qui compte et nous tenions à le dire. Et voilà, donc avec Baraka... J'espère qu'il nous regarde. Hein. Oui, j'espère. Avec On le Baraka, salue. Les Fils de Seth, La Saison des Larmes, Terre Rubicante et Le Temps des Cactus. Il y a aussi un livre qu'il a appelé aussi Au-delà des vagues. Et oui, je pense qu'il nous regarde, donc on le salue bien fort, on salue sa maman, la tantina, on salue voilà. Toute sa famille. Ouais. On a pu revoir d'ailleurs tous ces ouvrages. Tous ceux qui vous intéresseront, j'espère, comme vous l'a dit Djaoudet Guessouma, c'est un auteur qui mériterait donc amplement sa place parmi les auteurs contemporains algériens. Donc vous avez pu voir et faire un choix à travers tout ce qu'il a pu nous décrire, à travers donc son parcours et surtout son écriture, Djaoudet, n'est-ce pas? Voilà, merci. Alors merci beaucoup Djaoudet, et avant de vous laisser repartir, on va vous laisser réagir aussi. Vous savez qu'aujourd'hui on parle énormément de Covid et surtout donc de ce taux qui ne fait qu'augmenter malheureusement. Donc on rend hommage au personnel médical et par la même occasion on vous offre donc ces images pour rendre hommage au personnel médical. Regardez.
parce qu'ils ont ce mérite d'être toujours au combat. Ils sont en guerre en ce moment, ils sont fatigués. Et puis, il faut les soutenir en prenant bien sûr nos précautions, en essayant d'être vigilants face à ce coronavirus qui fait des ravages. Ce sont donc des images de personnel médical du monde entier et particulièrement nos soignants également. J'appelle solennellement l'ONU à leur allouer le prix Nobel de la paix au personnel mondial parce qu'ils sont au bord du burn-out et ils sont au sommet de ce que la générosité et l'humanisme peuvent faire. Donc un appel vraiment à la prudence, distanciation, masque, tout ça pour justement protéger ces gens-là qui sont vraiment au sommet de ce que l'humain peut faire pour les autres. Peut supporter, peut surtout. Supporter, ils sont très souvent loin de leur famille, voilà, ils évitent d'être en contact. Des combinaisons. Vous savez, je vais juste donner une petite info. Il y a des gens qui ont une poche pour faire leurs besoins. Tellement ils ne peuvent pas enlever. Les conditions de travail sont vraiment énormes et donc on appelle vraiment au civisme de tous les citoyens pour justement protéger cette frange. Il y a justement pas très longtemps une personne est décédée à Constantine, je crois. On est en train de perdre des gens comme ça, alors que des médecins et tout, et il faut vraiment faire un effort de prévention. C'est la moindre des choses pour respecter ces gens. Merci beaucoup, Jaoudet, pour cet hommage que vous avez rendu au personnel médical et merci pour cette belle découverte. L'auteur, rappelez-vous donc, c'est Jazairi. Vous allez vous en rappeler et on en reparlera. Pourquoi pas le recevoir un de ces jours sur notre plateau. À la semaine prochaine, Jaoudet. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Voilà, on continue notre programme. Une belle chanson pour introduire notre reportage et surtout notre débat tout à l'heure à travers donc Alzheimer. C'est une belle chanson signée Jacques Brel qui chante Les Vieux.
C'est un artiste qui savait donc mettre des mots sur les mots, certains mots. Et oui, nous allons parler de la maladie d'Alzheimer, nous allons parler des personnes âgées, mais pas que, nous allons parler de ce nouveau centre donc médical de la mémoire. Et pour ce faire, nous avons son directeur, Sidi Ahmed Belbachir, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir invité. Là, vous êtes depuis 2 ans directeur à la tête donc, de ce centre médical de la mémoire. Oui, on a ouvert il y a un peu plus de 2 ans. C'est un centre de diagnostic pluridisciplinaire où on fait de l'ambulatoire, des consultations médicales avec un scanner, échographie et puis laboratoire d'analyse médicale. Tout à fait. On va parler un petit peu de tout ça, de toutes ces pathologies qui touchent les personnes âgées, mais pas que, puisque ce centre touche aussi à la mémoire. Donc des pathologies qui peuvent subvenir comme ça à travers différents âges, qui touchent toutes les personnes, toutes catégories confondues. Seulement, vous avez fait une formation en gériatrie. C'est une spécialité qui manque chez nous. Qui n'existe pas, enfin qui n'est pas encore reconnue, mais j'espère que les autorités feront pour qu'elle soit reconnue. D'accord. Parce qu'il y a une nécessité, il y a environ 4 millions de personnes âgées de plus de 60 ans en Algérie, donc il faudrait absolument prendre en charge de façon spécifique, bien sûr. Tout à fait. La gériatrie est une spécialité à part entière qui englobe plusieurs pathologies au sein donc, de la prise en charge d'un malade. C'est une spécialité de médecine interne, d'accord, autant que la pédiatrie ou la cardio, etc. Sauf qu'avec le vieillissement normal, l'organisme change, donc les organes vieillissent et la prise en charge n'est pas tout à fait la même que chez un adulte jeune. Tout à fait. Alors on va parler de la maladie d'Alzheimer. C'est une pathologie qui touche de plus en plus donc, de personnes à travers le monde. C'est des chiffres aussi. On ne comprend pas d'où viennent ces chiffres en fait en augmentation tout le temps. Ce sont des statistiques qui ont été faites dans les pays occidentaux où selon l'OMS on estime à plus de 50 millions de personnes atteintes de la maladie. Ça représente à peu près entre 5 et 8% de la population âgée mondiale. Donc si on applique ce taux à l'Algérie, ça donne autour de entre 300 000 personnes atteintes. Ça fait l'équivalent de 4 fois le stade du 5 juillet, par exemple. Wow. C'est énorme. À l'époque, on entendait les personnes dire la personne hay khorfet, c'est-à-dire ces personnes qui perdent un petit peu la mémoire et qui n'arrivent pas à se rappeler, ils ne sont pas dans leur univers, ils n'arrivent pas à trouver des mots, etc. Mais c'était dans le normal. Aujourd'hui, la science a évolué, on met des mots sur certaines pathologies et on comprend un peu mieux les choses. Bien sûr, bien sûr. Il faut juste savoir que le vieillissement n'est pas une maladie, donc c'est pas une pathologie. Donc normalement, une personne âgée, quel que soit son âge, devrait vivre de façon logique, si vous voulez, dans la société. C'est ça. À partir du moment où certains symptômes commencent à ont un impact sur la vie quotidienne, là, ça devient pathologique. D'accord, surtout ça. Et handicapant, d'abord pour la personne elle-même et pour son entourage, qui devient très difficile à prendre en charge. Et en particulier certains symptômes qui sont très très difficiles à prendre en charge. Alors on va justement parler de cette maladie. Aujourd'hui, c'est vrai, chacun de nous en entend parler, que ce soit dans son entourage, un ami, une personne qui a donc une personne qu'elle doit prendre en charge. Et c'est une prise en charge assez lourde. La personne n'est plus capable donc de se mouvoir seule, de pouvoir se prendre en charge seule. Elle a énormément de perte de mémoire. Voilà, il y a, en fait, c'est selon les différents stades. Donc au stade, au début, c'est très léger où les symptômes peuvent passer inaperçus, comme des petites omissions, etc. Donc tout ça fait que la personne dit « Ah, je suis fatiguée ». Et puis souvent, la personne, elle essaie de minimiser au maximum ses symptômes. Avec l'évolution de ces symptômes, à un stade intermédiaire, si vous voulez, ces symptômes deviennent beaucoup plus parlants, avec des omissions, des oublis de plus en plus importants. Il commence à oublier les noms de l'entourage, qui commence à se perdre dans des endroits qui lui étaient familiers, à ne plus savoir utiliser certains appareils qu'il utilisait couramment dans le passé, comme la télécommande, le téléphone, par exemple. Et là, ça devient
tellement parlant que ça nécessite, enfin le plus souvent, la famille emmène le patient, enfin la personne, le parent, le plus souvent chez un neurologue, qui, suite à des consultations, des examens complémentaires, pose le diagnostic et met un traitement en place. Après, il faut qu'il y ait un suivi, bien sûr, parce que c'est une maladie qui est chronique et évolutive, elle évolue dans le temps, donc, et les symptômes se majorent de plus en plus jusqu'à arriver à une perte d'autonomie qui peut être totale et une demande de prise en charge pratiquement à 100%. Donc non seulement il faut qu'il y ait un traitement, il faut qu'il y ait une personne au quotidien. Voilà, un entourage très présent, d'accord. Et puis à un moment donné, il faut aussi des moyens matériels, comme un lit adapté, adapter la salle de bain pour pouvoir lui faire prendre la douche. C'est assez lourd. C'est assez lourd comme prise en charge. Et sauf que là aussi, c'est qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas d'aide pour aider ces familles qui sont dans un désarroi total. Tout à fait. On va voir ensemble un reportage justement pour voir aussi qu'il y a aussi des associations qui prennent en charge aussi ces personnes et ces aidants surtout. Prendre en charge ces aidants pour partager des témoignages, pour essayer aussi de les conseiller tout à fait à prendre en charge cette pathologie. Regardez. Un sujet a été traité par notre journaliste Leïla Benaïcha. On revient juste après pour en débattre. Devant la fatalité du vieillissement, toute personne âgée a le droit de vivre à son rythme dans l'humilité et l'affection de son entourage. C'est pourquoi les personnes atteintes d'Alzheimer, cette maladie neurodégénératrice dont la prévalence augmente avec l'âge et qui touche de plus en plus de sujets moins âgés, devrait bénéficier d'une prise en charge sérieuse afin de contrôler ses répercussions sur le patient et ses proches. Je l'ai vécu avec la maman, Rabbi yarhamha Inch'Allah, où c'était très très dur parce que ça s'empirait de plus en plus. L'oubli, elle est arrivée où يعني احنا ولادها ما تعرفناش. وهذا الشيء هذا يعني اثر بزاف فينا ماشي حاجه سهله صدير لو فات لي لا مامون واللي ما تعرفكش انا كي كنت نجيبها لداري كانت تقولي ديني لداري وتحب تخرج تحب تروح دونك يفالي اون سيرفايونس كونستانت ويعني باش انسان يعسها لازم واحد يعني يتفرغ من كل شغالاته ما يخدم ما والو يقعد معاها يعسها لا خرجت ولا حبت تنوض كاش ما وين تروح ولا تحكمها دي كريز دو فولي براتيكمون تحب تقول لك نروح دونك براتيكمون يعني ما راهيش حاجه سهله. Sensibiliser les gens pour faire connaître la maladie et à travers ça on arrive à prendre certaines dispositions telles que d'être compréhensif vis-à-vis de ceux qui sont atteints par la maladie ou de prendre de mieux en mieux en charge ceux qui sont atteints. Certes, un diagnostic médical précoce permet de ralentir l'évolution de la maladie et améliorer la qualité de vie du patient. Pour les proches, la confirmation de la maladie déclenche une panique et un désarroi. La question est, comment s'organiser et s'adapter face à cette nouvelle situation? Il fallait une surveillance constante. ويعني باش إنسان يعسها لازم واحد يعني يتفرغ من كل شغالاته ما يخدم ما والو يقعد معاها يعسها لا خرجت ولا حبت تنوض كاش ما وين تروح ولا تحكمها دي كريز دو فولي براتيكمون تحب تقول لك نروح دونك براتيكمون يعني ما راهيش حاجه سهله يعني هذوما والدين يعني الله غالب لازم انسان ينتهلا فيهم ويصبر يعني باسكو سي با كيك شوز دو فاسيل ولا كانوا خاوه وخواتات يعني يتداولوا على الامر هذا باسكو الدرك لا طاع على واحد ثاني ماشي مليح يعني الانسان كي يتداول ما يحش شويه يريح كل واحد ما يقدر يديها لدارو باسكو لازم لها لي روبير تاعها دونك لازم تريح في دارها حنا دونك سي طانو كيما يقولوا نهملوا شويه نفوسنا الانسان الى بوندون كاريمون لا روتين تاعو اللي كان عايشها باش ينتهلا في ميمتو ولا جو كخوا كو سافو. En Algérie, les dernières statistiques évoquent 250 000 cas d'Alzheimer. À défaut de traitement curatif,
une prise en charge pluridisciplinaire du patient est vivement recommandée. L'association Maten Senich, qui œuvre avec un programme permettant d'améliorer la qualité de vie des malades et leurs proches, met l'accent sur la prise en charge psychosociale du patient. Un malade, il a besoin pas de traitement médicamenteux seulement, il a besoin d'activité physique, il a besoin de stimulation cognitive, il a besoin de sortir, il a besoin de la société pour pouvoir avoir une bonne qualité de vie. Nous avons comme objectif aussi, c'est de casser l'isolement du malade ou l'aide de l'aidant. Casser l'isolement, parce que nous, en Algérie, le malade, il se cache chez lui. Livia Mossab, une adhérente à l'association Maten Senich, a participé à toutes les activités de l'association et a même bénéficié d'une formation d'aidant familial, ce qui lui a permis de mieux gérer la maladie de sa maman. C'est l'échange d'expériences qui fait qu'on arrive à gérer. Il y a énormément d'échanges entre les membres de l'association, c'est-à-dire que chacun raconte son quotidien et on s'en imprègne quelque part et ça nous aide beaucoup. Le plus dur dans tout ça, c'est de voir que maintenant, quelqu'un qui nous a tout montré, qui redevient pire qu'un enfant, pire. La maladie d'Alzheimer ne tue pas. Toutefois, un accompagnement, une hygiène de vie et beaucoup d'affection sont les meilleures alternatives en l'absence d'un remède efficace. Voilà, c'est donc un reportage qui est très touchant, surtout pour les personnes qui aujourd'hui ne se rendent pas compte qu'ils ont cette maladie. Et comme l'a dit ce témoin, c'était donc des personnes qui avaient des capacités intellectuelles, c'était ces personnes qui enseignaient, qui donnaient donc des exemples à leurs enfants. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à la case départ, c'est-à-dire plus rien, pire qu'un enfant, l'a dit. Qui ne savent plus faire quoi que ce soit, qui deviennent comme des enfants, effectivement, pour lesquels il faut tout faire, il faut les faire manger, les habiller, les laver, et il faut réfléchir aussi à leur place. Oui. Donc c'est vrai que c'est une maladie qui est très... Et surtout que ce sont des personnes qui n'ont pas aussi de repère du temps. Donc ils se lèvent le soir, dans la journée, il n'y a plus aucun... Donc bien sûr, ils ne se reposent pas non plus. Voilà. Hein. Non, ils ne se reposent pas, ils dorment la journée, se réveillent la nuit, réveillent leur famille. Ils veulent manger à n'importe quel moment de la journée, parfois ils veulent sortir. Ils peuvent aussi avoir des comportements qui peuvent être dangereux pour eux et pour l'entourage. Ils peuvent aller allumer le feu pour chauffer de l'eau, ils l'oublier par exemple. Ils peuvent vouloir sortir par la fenêtre, parce que s'ils habitent... C'est des personnes qui ont besoin d'être dans leur repère, avoir leur repère autour. Ils ont besoin de se sentir en sécurité. C'est ça. Quelquefois, même s'ils ne reconnaissent pas leurs proches, mais ils ont besoin d'être dans leur univers proche. Dans leur environnement, même s'ils ne reconnaissent pas visuellement leurs proches, ils peuvent les reconnaître au son, à la voix. Donc ils ont besoin d'être rassurés. Dès qu'ils se retrouvent dans un environnement qui leur est inconnu, à ce moment-là, ça devient très compliqué. Ils peuvent réagir par l'agressivité, et devenir parfois même dangereux. Exactement. Alors, c'est drôle, c'est-à-dire la mémoire leur fait défaut, mais quelquefois, ils se rappellent des détails, détails tout jeunes, tout petits, etc. Alors, en fin de compte, la mémoire ancienne persiste très longtemps. C'est les événements récents qui n'arrivent plus à enregistrer. D'accord. Mais ces événements anciens, avec l'évolution de la maladie, même ceux-là disparaîtront. Voilà, et justement, c'est des souvenirs qui sont marqués dans la mémoire de certaines personnes. Là, on va voir un exemple. C'est une danseuse, c'est une ballerine étoile qui a eu la maladie d'Alzheimer, et quand on lui a fait écouter le Lac des Cygnes, elle s'en est rappelée et elle a commencé à faire des gestes. Regardez, c'est un souvenir, en tout cas, c'est une image très touchante. Regardez.
c'est très émouvant. C'était donc la ballerine et la danseuse étoile espagnole Marta González. Vous voyez, elle se rappelle même des gestes. Ouais. Ben justement, dans la prise en charge, on sait que certaines matières artistiques, si vous voulez, persistent très longtemps. Et actuellement, on utilise justement la musique, le dessin pour stimuler, parce qu'on sait que ça persiste, c'est un moyen pour pouvoir aider et stimuler la cognition des personnes âgées. Donc on utilise parfois la musique. Quelqu'un qui chantait du chabi par exemple, eh ben, on lui met la musique, il se remet à chanter, à répéter les paroles en se disant mais comment ça se fait. Quelqu'un qui faisait du dessin pareil, qui se remet à peindre et à dessiner des tableaux magnifiques. Donc vraiment c'est pour les garder aussi le plus longtemps possible parmi l'entourage, parmi ces personnes qui ont ce lien avec la famille. Ça permet de stimuler un peu le cerveau. Et donc, grâce à tout ça, c'est génial. Et cette vidéo montre justement la réalité et l'intérêt de faire ça. Tout à fait. Qu'en est-il aujourd'hui du traitement? Alors aujourd'hui, dans le monde entier, il y a toujours des chercheurs qui travaillent sur cette maladie, la maladie d'Alzheimer, pour essayer donc de stopper son évolution, parce que c'est une maladie dégénérative, dégénérescence des cellules du cerveau, c'est cela? Voilà, en fait, c'est la mort cellulaire. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de traitements. Il y a 4 médicaments dans le monde qui existent, qui permettent, dans le meilleur des cas, de ralentir un peu l'évolution. Mais il n'y a pas que les traitements médicamenteux, il y a toute la prise en charge qu'on propose avec, comme la stimulation cognitive, l'orthophonie, en fonction des symptômes qu'il y a. Ils ont besoin de sortir aussi, d'être accompagnés. D'être accompagnés. Donc on utilise aussi de l'activité physique. Donc ça permet de faire circuler le son dans le corps et donc vers le cerveau automatiquement. Et au niveau des thérapeutiques, des prises en charge, donc il y a les simulations cognitives, qui est une espèce de gymnastique cérébrale. On demande à la personne de faire des mots croisés, de faire une revue de presse, c'est des jeux intellectuels qui permettent de stimuler un peu le cerveau. Justement, à certaines périodes, c'est très difficile de capter leur attention. Bien sûr, ça fait partie justement de la symptomatologie, le manque d'attention et de concentration. Donc c'est pour ça que quand on utilise des moyens, des hobbies par exemple qu'utilisait la personne, ça permet un peu d'attirer son attention et de le faire concentrer le maximum de temps possible. Tout à fait. On parle d'un vaccin aujourd'hui? Alors, bien sûr, il y a des vaccins qui sont en cours d'expérience actuellement. Il faut juste savoir que pour l'instant, on n'est pas encore à trouver le médicament curatif à 100%. Tous les traitements sur lesquels les chercheurs sont en train de travailler, c'est des traitements qui permettent de ralentir l'évolution. D'accord. Soit en provoquant, alors ce vaccin, soit il provoque des anticorps contre certains dépôts au niveau du cerveau, au niveau de la cellule nerveuse qui détruisent cette cellule, soit en injectant carrément des anticorps. D'accord. Voilà. Alors vous dites que si aujourd'hui ce virus que nous sommes en train de subir en ce moment, le coronavirus, a aussi un effet sur cette pathologie? Bien sûr. Bon, on sait maintenant que le virus Covid-19 touche aussi le cerveau. Donc c'est pour ça qu'on a certains symptômes comme par exemple perte de l'odorat, perte du goût, etc. qui sont des sens d'origine neurologique. Donc ils touchent le cerveau. Et un malade qui est dément, qui a une maladie d'Alzheimer, lui, comme il a des troubles de mémoire, il ne peut pas retenir les consignes. Si on lui demande de mettre un masque, il va le mettre, mais il va l'enlever toutes les 5 minutes. Donc c'est des personnes qui sont à risque, qu'il faut absolument protéger plus que les personnes adultes jeunes qui ne sont pas touchées de la maladie. Il faut savoir que les
patients qui sont déments et qui peuvent attraper le Covid s'en sortiront autant que les autres personnes. Voilà. Hein. Donc c'est pas fatal pour les personnes âgées. Pour autant, il faut quand même les protéger et donc il faut respecter le masque, la distanciation, le lavage des mains avec des solutions hydroalcooliques. C'est très important. Très bien. Voilà. Et pour rappel, puisque vous êtes donc directeur de ce centre de la mémoire, rassurez-nous, c'est pas toutes les personnes qui ont des petites pertes de mémoire qui vont avoir Alzheimer? Non. Les troubles de mémoire ils peuvent apparaître dans plusieurs cas. Vous savez, la fatigue, par exemple, le stress, une dépression, tout ça. Donc, le but de ce centre, justement, c'est de rassurer les personnes qui n'ont pas de maladie, de leur dire, bon, vos troubles de mémoire peuvent disparaître en traitant la cause, qui sont soit le stress, soit la dépression, soit même un problème de thyroïde, par exemple, peut donner quelques troubles de la mémoire. Sûr. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je rappelle, docteur Sidi Ahmed Melbachir, vous êtes directeur du centre médical de la mémoire ici en Algérie. Donc, Albiar, très bien. À très bientôt. Bon courage pour ce que vous faites. Vous êtes aussi donc, dans cet esprit de gériatrie, donc de la formation dans le domaine de la gériatrie. À très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre. On va parler aussi Covid et prévention, mais aussi tout de suite comment est-ce que ces enfants sont aussi dans l'obligation donc d'apprendre et surtout de s'informer à travers l'enseignement à distance. C'est une opération qui a été menée dans plusieurs écoles. Mais en tout cas, notre journaliste Sofiane Hamoudi a été voir comment ça se passait, voir les enseignants, voir aussi les élèves. Regardez, ça se passe très bien. Regardez, on se retrouve juste après. L'enseignement à distance grâce aux ressources numériques n'est pas une méthode nouvelle, mais son utilisation dans différents secteurs s'est généralisée. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, notamment dans cette école, Hasna, qui assure ce genre de technique, le Zoom. Ça a été un choix et ça a été surtout à la demande des parents qui ne voulaient pas que leurs enfants soient coupés carrément de l'école. Les enfants sont restés 8 mois à la maison. Ça a été, toute leur vie a changé. Ça a été, j'imagine que comme mes enfants, veiller la nuit et dormir le matin. Donc quand on a commencé à donner les cours en distanciel, on leur a donné une autre hygiène de vie. Le matin, tu te lèves à 9h, tu as cours. C'est-à-dire que les enfants dormaient toute la journée. Ils n'ont rien, il n'y a rien. Ni ils sortaient, ni à part ceux qui bouquinent ou ceux qui ont des passions. Mais sinon, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas aller à l'école. Donc l'école à la maison, je trouve que c'est une très bonne idée. Nous avons été contraints de dispenser des cours à distance via Zoom. Pour certains, ça s'est bien passé, pour ceux qui ont une très bonne connexion. Sincèrement, ça a été une bonne expérience, un peu difficile, un peu contraignante pour l'enseignant, mais je vous assure que ça s'est bien passé. Et certains élèves ont même été sérieux. Ils ont aimé, ils ont vécu une nouvelle expérience. Nous espérons, on verra les résultats par la suite. Face à cette situation, des écoles ont décidé de faire autrement, dispenser les cours en ligne pour tenter de rattraper le retard. Le système semble marcher, même s'il rencontre quelques difficultés liées à la connexion Internet.
Aujourd'hui, ces élèves maîtrisent cette technologie et chacun a un support pour suivre ses cours. Nous avons étudié par de différents appareils, par téléphone, par ordinateur et par tablette aussi. Et c'était vraiment, c'était une nouvelle, c'était une bonne expérience. C'était une très bonne expérience, oui. Ils nous ont fait quelques leçons, muraja'at, pour réviser et pour bien commencer l'école, pour bien commencer l'année de 4e année. On a eu quelques difficultés avec la connexion qui partait et revenait, mais c'était une bonne expérience. On a appris des trucs, on a fait des cours avec les profs, on a fait des révisions. Ils ont envoyé des exercices par email et on les fait. Du coup, il faut leur renvoyer. Et voilà, c'était bien. On a commencé à étudier sur Zoom pour récupérer ce qu'on avait perdu pendant le 8 mois de confinement, pour être prêt à la rentrée. On a étudié via PC, téléphone, tablette. On avait quelques problèmes avec la connexion Internet. Et c'était bien, on révisait ce qu'on n'a pas fait au 3e trimestre de 3e année. On préparait les cours de 4e année. Avec la pandémie, l'enseignement dans cet établissement, le Khansa, est rapidement passé des salles de classe aux sessions virtuelles à la maison pour permettre la distanciation physique. Que pensent les parents de cette initiative? Pour l'élève, il suivait des cours de révision. On lui donnait aussi des exercices à effectuer à la maison. Pour ma fille, la première séance, on l'a suivi. On a suivi l'élève, notre fille, on l'a suivi un petit peu. Mais en bas, les autres séances, non. On l'a laissée toute seule avec le prof. Elle suivait les cours. On lui donnait en bas, même par email, ça lui est arrivé, on lui envoyait des exercices. Ou les exercices quand dirhom. وكنا نتبعوها يعني بما يخص التمارين اللي كانوا يعطوهم لا فوالا اسمعي نعم. Aujourd'hui, c'est le prof de maths, Smaïl Alaya, qui assurera les cours de maths en compagnie de ses deux élèves, Aminia et Romaïssa. في التوقيت نتفاهم معهم على توقيت معين، مثلا على 5 مساء. لما يصلهم الرابط يدخلوا هما كم في هذيك الدقائق في 5 مساء ونقوم بالدرس. هم يشوفوني وانا اشوفهم. J'ai jamais étudié par téléconférence avant le Covid, enfin avant la pandémie. Du coup, personnellement, je pense que c'est une bonne initiative. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Coral Peinture est notre sponsor et officiel du Bonjour d'Algérie. Il nous accompagnera tout au long de cette émission. Et on retrouve comme il se doit notre ami Fela Abras pour sa rubrique pédagogie. Bonjour Fela. Bonjour Emel. Ça va? Très bien, merci. On va parler des enfants. Vous avez pu réagir aussi à travers donc, ce reportage de Sofiane Hamoudi qui nous a dépeint un petit peu comment se passait la connexion à travers aussi ses élèves, les enseignants, etc. Et l'enseignement à distance. Nous en avions parlé la semaine dernière déjà. Vous avez donné hybride. C'est une combinaison entre l'enseignement à distance et l'enseignement présentiel à l'école. Et il faudrait qu'il y ait une très bonne connexion Internet pour que les élèves, les apprenants puissent suivre les cours à distance avec leurs professeurs, poser des questions et pouvoir solutionner leurs problèmes, notamment en mathématiques. Voilà, comme par hasard, il y avait un problème de mathématiques dans le reportage. Alors, comment enseigner les mathématiques? Comment les faciliter aux enfants?
Alors, l'expression Amel, nul en maths, on entend très souvent, c'est très répandu, on ne dira pas que tu es nul en arabe, ni nul en français, ni en anglais, mais en général, elle est nulle en maths, la nullité est liée à la matière des maths et des mathématiques. Ça prend, alors, un blocage en mathématiques est assez répandu chez les petits, chez les grands également. Il faudrait d'abord savoir, connaître, limiter, mettre le doigt sur les difficultés pour pouvoir par la suite y remédier. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons d'une manière générale, qui sont assez répétitives chez les enfants? D'abord, il y a les difficultés lexicales. Si l'enfant ne comprend pas les termes, la soustraction, la multiplication, il ne pourra jamais faire un devoir ou un exercice en mathématiques. D'abord, il faudrait dépasser les difficultés lexicales. Autre chose, il y a des difficultés qui sont liées au discernement des objets mathématiques, c'est-à-dire s'il y a une opération, on ne sait pas, donc on ne connaît pas les chiffres. On avait déjà expliqué auparavant, Amel, si vous vous rappelez bien, qu'il fallait toujours démarrer du concret pour aller vers l'abstrait. Un enfant, si on lui dit 1 plus 1, bien sûr ça égale 2, mais il ne comprendra pas. Il faudrait prendre des choses, par exemple, on dit il y a combien de personnes sur ce plateau? On dirait il y a 2 personnes. Pour vous, c'est 2 personnes. Il y a vous et moi. Mais s'il y avait un petit enfant, il vous dira, il y a vous, moi, et puis il parlera des caméramans, des personnes, des ingénieurs qui sont autour de nous. Alors, il y a également des difficultés liées à la mémoire. Si un enfant suit un cours en classe, il va assimiler en classe, une fois rentré à la maison, il va oublier. Alors, ou il va oublier le jour de l'examen. Ça, c'est lié à autre chose. Alors, il y a des difficultés chez des personnes, des apprenants, des petits, même des grands, liées à la mémoire. Mais il y a des solutions. Il y a des difficultés liées aux facultés cognitives, c'est-à-dire tout ce qui est connaissance, tout ce qui est faculté cognitive, c'est-à-dire la mémoire, en tout cas l'intelligence, la possibilité à l'enfant, c'est-à-dire en fait, quand c'est la possibilité à comprendre facilement. S'il y a des problèmes liés aux facultés cognitives, il y a des solutions également. Il y a également des difficultés liées au raisonnement. Il y a des enfants qui ne raisonnent pas facilement. C'est vrai. Si on leur dit 10 moins 2, ils mettront un temps fou pour trouver la solution. Ou ils mettent du temps. Ils mettent du temps. Il faut leur donner du temps. Il faut savoir. Mais ça aussi, il y a des solutions pour cela. Et ça se travaille. Tout se travaille. 1 plus 1 égale 2, ça restera ça, comme ça toute la vie. Ça ne va pas changer. Alors, pour les mathématiques, il y a toujours une solution. Pour un problème, il y a une solution. Sauf pour des faux problèmes, il n'y aura jamais de solution. Il y a des difficultés également liées qui sont d'origine psycho-affective. Le stress, l'angoisse, l'anxiété, l'apprenant augmente son incapacité à assimiler le cours. Par exemple, le jour de l'examen, avant l'examen, il a tout compris, toutes les règles qu'il faut comprendre, mais le jour de l'examen, il va bugger. Pour quelle raison? C'est une question liée au stress. D'accord. Il y a également un autre préjugé sur les maths. On a toujours dit que les maths étaient difficiles, mais elles ne sont pas aussi difficiles que ça. On avait bien dit tout à l'heure, c'est une question de règles. Il y a des préjugés sur les maths, c'est une matière tellement essentielle, on insiste tellement sur les mathématiques que l'enfant en fait compte, il va bugger. On fait une pression alors que ça pourrait être un jeu, prendre les choses avec beaucoup de technicité et surtout donc, de savoir-faire. Là encore une fois, on revient à la formation de l'enseignant. On va en parler dans un instant, Amel. Alors, il y a les préjugés sur les maths, et aussi il y a un autre préjugé. On dit très souvent que les garçons sont meilleurs en maths que les filles. Et ça, c'est un préjugé qui est assez faux. En fait, quand tout le monde est bon, il faudrait simplement mettre de la volonté, et puis qu'il y ait une autre difficulté dont on va en parler maintenant, c'est aussi d'ordre pédagogique. Si l'enseignant présente un cours de maths sans donner la forme et sans donner des explications qui vont inciter l'enfant à comprendre, ça va donner, c'est tout à fait normal, ça va donner de mauvais résultats pour les enfants. Je vous donne un exemple, un tout petit exemple. Si on dit 2 puissance 2, on va comprendre. Mais si on dit à un enfant 2 puissance 2 tout au long de son cursus, et puis un beau jour, le prof va lui dire 2 au carré. Il va pas comprendre. C'est quoi ce carré qui va se mettre sur le 2 ? Il n'aura pas compris que le 2 puissance 2, c'est 2 au carré. Ça, c'est-à-dire que l'enseignant devrait se mettre à la place de l'enfant, vu son âge et sa capacité, ses facultés cognitives à assimiler les choses,
pour qu'il donne son cours. Il faudrait qu'il y ait un suivi. Mais pour tous ces problèmes-là, il faudrait qu'on trouve des solutions, et les solutions sont là. On va voir quelques solutions pour faire aimer les mathématiques et surtout comprendre. Parce que ce sont donc des mathématiques qu'on voit dans notre vie courante. Ça nous entoure d'ailleurs. Qui est bon en maths? Les commerçants sont aussi obligés d'être bons en maths. Quelquefois, ce sont des personnes qui n'étaient pas bons à l'école et finalement, ils se retrouvent commerçants et ils savent compter. Allez, on va voir quelques astuces, 15 astuces pour aimer et comprendre les mathématiques. Regardez. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, voici quelques idées, 15 exactement, de jeux à bricoler pour votre enfant pour l'aider en mathématiques. Bricoler une chenille avec des nombres sur son dos et des papiers avec des nombres à additionner. Vous pourriez même plastifier les additions. Plastifier des cartons et utiliser des blocs Lego pour expliquer les calculs aux enfants. Placer des dominos sur une feuille et les enfants devront faire les additions. Les additions sont cette fois collées sur des épingles peintes d'une belle couleur et les enfants devront épingler les bonnes sommes ou bien l'inverse. Dans une boîte à chaussures, vous pourrez bricoler un super jeu attractif. Les enfants pourront faire rouler des billes ou glisser des bouchons récupérés de bouteilles d'eau dans des rouleaux de papier hygiénique ou de papier essuie-tout qui seront récupérés dans un récipient dans le fond de la boîte. Utilisez des velcro autocollants ou des gommettes pour coller les nombres plastifiés sur le couvercle de la boîte. Voici ici un autre modèle que vous pourrez bricoler avec une boîte de carton et des rouleaux de papier essuie-tout ou hygiénique. Ici, ils ont utilisé des bonbons pour stimuler les enfants. Vous pourriez prendre aussi des céréales ou des Smarties, pourquoi pas. Ici, avec un tabouret, un tuyau de PVC, 3 petits paniers de plastique et des balles ou des billes ou des items de votre choix qui roulent, vous pourrez bricoler un jeu interactif pour stimuler les enfants et pratiquer les additions. Même chose avec un bac en plastique, un grand carton plastifié et 2 gobelets de plastique, collés à la colle chaude ou avec de la colle forte. Utilisez des billes de verre ou des balles de ping-pong. Mais attention, il ne faut pas les faire tomber en dehors du bac. Vous pouvez aussi utiliser un vieux tiroir ou utiliser une boîte de carton et un bout de tuyau en PVC, 2 gobelets de plastique, des balles de ping-pong ou des billes de verre. Voici maintenant autre chose. Récupérez des bouchons de plastique, une vieille planche, de la broche et bricoler un boulier maison. Voilà, ce sont donc des astuces pour apprendre aux enfants à calculer. À calculer. Alors, il faut faire la différence, Amel. Avant, c'était, pour nous, en primaire, c'était les calculs. On avait les mathématiques quand on arrivait au CM, au collège. Maintenant, ça a changé. On commence à quelques cours de calcul, hisab, et puis par la suite, c'est riyadiyat et les mathématiques. Il faut faire la différence. C'est pour ça qu'il y a certaines difficultés. Il faudrait que l'enfant commence à apprendre les opérations très simples, l'addition, la soustraction, la division, la multiplication, et aller par la suite vers les mathématiques qui sont réellement, c'est une suite logique. Bien sûr. Et si on commence avec, en tout cas, les calculs, on aura en tout cas une bonne base en mathématiques. Et on a vu maintenant les astuces en fait pour apprendre à calculer et pas les mathématiques. Ce sont de très bonnes astuces. Très très bonnes. Alors il faudrait stimuler les enfants, les encourager. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour apprendre et ne pas avoir des difficultés? Ça, ce sont des solutions pour les lycéens, les collégiens et les écoliers de primaire. Le calcul mental, par exemple. Le calcul mental, en fait, pour la multiplication, nous avons trouvé certaines solutions. Elles sont existantes sur Internet. Il faudrait chercher et trouver. C'est très facile pour apprendre les tables de multiplication, surtout celles de 9 et 8 et 7 et 6. Pour 5 et 4 et 3 et 2, c'est assez facile pour les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait améliorer la logique des enfants. Beaucoup d'exercices. Il y a certaines personnes qui engagent des professeurs privés pour stimuler leurs connaissances en mathématiques. Il faudrait comprendre le cours, en classe de cours. Il faudrait que l'enfant apprenne également à poser les questions au professeur. S'il n'a pas compris, ce n'est pas une honte de demander au professeur de répéter. Aussi, il faudrait se relire et faire des fiches. Toute règle qu'on apprend en mathématiques, en calcul, il faudrait la remettre sur une fiche et l'enfant devrait faire plus d'exercices à la maison
avec ses parents ou en cours de classe. La révision, acheter des livres complémentaires, pourquoi pas? Acheter des livres complémentaires, ça existe maintenant un petit peu partout. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui proposent des livres complémentaires avec beaucoup d'exercices. Et puis revoir les bases à chaque fois. Quand on fait un cours de mathématiques, pour passer à notre cours, il faudrait bien assimiler le premier pour passer au deuxième. En fait, toutes les difficultés qu'on avait citées auparavant, Amel, tout enfant peut les dépasser, les surpasser en fait. Alors qu'il y a des enfants timides, par exemple, il y a des enfants qui sont dans la classe, ils n'ont pas compris la leçon et ils n'osent pas poser cette question à l'enseignante ou le professeur. Et devant les élèves, etc., il va se dire, on va se moquer de moi. Il faut instaurer cette façon de faire avec l'enseignant aujourd'hui. Il faut que ça soit un peu plus courant, ça se fasse souvent. Maintenant, concrètement, les groupes, les sous-groupes, ils ne sont pas surchargés comme avant. C'est-à-dire que c'est 10 élèves, 20 élèves, que l'enfant devrait gagner plus de confiance en soi. Il ne faut pas lui dire que tu es nul en maths, qu'il n'y ait pas de blocage. Il faudrait le stimuler. C'est ça, c'est une relation de confiance entre le professeur et l'élève. Il faudrait que ça se généralise et que ce cours soit aussi un cours un peu familial où on n'ait pas peur de poser des questions, on n'ait pas peur de dire j'ai pas compris, que la maîtresse mette à l'aise les enfants beaucoup plus. C'est au travail. On avait parlé de cette pédagogie. Pédagogie et puis on avait dit que l'enfant, la maîtresse devrait faire un travail psychologique. C'est ça. Elle est psychopédagogue quelque part. Pour elle voir. Doit enseigner et suivre les enfants. Il n'y a pas de surcharge actuellement. Et puis, il faudrait dire ce qu'il en est actuellement, c'est-à-dire les enfants ont plus de temps à la maison pour pouvoir réviser, se relire. Et s'ils n'ont pas compris quelque chose, notez cela sur votre cahier de classe et posez la question, osez poser la question au professeur à l'école. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Fella, pour toutes ces explications concernant les mathématiques dans la vie courante et surtout l'enseignement du calcul, comment comprendre avec ces astuces, ces 15 astuces qui nous facilitent aussi l'apprentissage des calculs pour les enfants et surtout quelques astuces. Encore une fois, cette réciprocité qu'il y aura entre l'élève et surtout l'enseignant. Merci. C'est moi, Amel. On va vous faire réagir à travers ces images, le personnel médical qui en ce moment travaille énormément, qui est ils sont en combat en ce moment avec cette maladie, cette pathologie qui touche le monde entier, Covid-19. Regardez ces images, là. Donc des images pour rendre hommage à tous ces médecins, ces infirmiers, surtout ce personnel qui travaille dans les hôpitaux. Un mot peut-être? Oui, tous nos remerciements pour le staff médical et paramédical. Et puis rappelez-vous, il faudrait respecter les gestes barrières pour limiter la propagation du Covid-19. C'est bien dit. Vous avez tout résumé et tout compris. Merci beaucoup, Fella. À la semaine prochaine pour une autre thématique dans la rubrique pédagogie. Allez, on se dit au revoir et puis on se retrouve juste après avec notre invité. Bien sûr, on parlera donc de la télédiffusion algérienne.
retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. On n'oublie pas que nous sommes aussi sponsorisés par Coral Peinture. On n'oublie pas, on le rappelle encore une fois. Et puis on va parler donc de la télédiffusion aujourd'hui et du passage, comme on le dit, switch off, donc de l'analogique vers le numérique. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Monsieur Adel Hassaïn. Bonjour. Bonjour madame, bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Merci. Alors vous êtes le chef département au niveau de la TDA, l'entreprise de télédiffusion algérienne. On a eu l'occasion d'en parler il y a quelques mois. C'était la première donc, opération de basculement entre l'analogique et le numérique. On parle un petit peu donc, de cette opération qui a touché 5 wilayas, c'était le 17 juin. C'est cela? Oui, c'était une date qui a été fixée par l'UIT, l'Union internationale de télécommunications. Donc, ils ont fixé une date pour ce qu'on appelle le end of life, c'est la fin de vie de l'analogique. Donc, l'Algérie a tenu son engagement vis-à-vis l'Union internationale de télécommunications, puisqu'elle est signataire de cet accord, qui a été lancé initialement en 2006. Donc, en 2006, ils ont défini une date limite pour l'analogique en 17 juin 2020. Donc l'Algérie a choisi une stratégie de switch-off, c'est-à-dire de l'arrêt de l'analogique par phase, pour des contraintes techniques et aussi de communication. Donc il s'agit, avant d'arrêter, de communiquer avec nos chers téléspectateurs. Tout à fait. Exactement. Donc l'Algérie a commencé le switch-off le 17 juin 2020. Elle a commencé par 5 wilayas, Tipaza, Moustaghanam, Oran, Bessa, Annaba. Ça, c'est la première phase. Donc, encore mieux, TDA, elle a passé en deuxième phase. Ça concerne 20 wilayas. C'est plus important cette fois-ci. Hein? Plus important, oui. Et on va expliquer après l'avantage de passer en numérique, en tout numérique. Avant, c'était le simulcast, c'est-à-dire l'existence de l'analogique et numérique. Mais à partir du 17 juin 2020, telle qu'elle a été prévue par l'UIT, donc on va passer en tout numérique. Il n'y aura que du numérique. Très bien. Donc, la deuxième fois, ça concerne 20 wilayas. Donc aujourd'hui, c'est la première wilaya qui est concernée par le switch-off, c'est la wilaya de Constantine. Donc il y a le site pilote de Djebel-Wahsh, ce qui est appelé aussi Kaf el-Khal. Donc il va être arrêté. Donc toute la wilaya de Constantine va être affectée par le switch-off. Donc ils sont invités de se connecter à notre plateforme TNT. Très bien. Vous pouvez même voir, si vous voulez plus d'informations, d'aller vers notre site tnt.tda.dz. D'accord. Eh bien, on va voir justement tout de suite comment se fait ce switch-off, puisque vous avez mis tout cela sur le site, n'est-ce pas? Et on peut se documenter, on peut s'informer comment se fait au niveau donc, de vos équipes. Vous avez des équipes aussi sur le terrain pour essayer donc, de faire ces opérations et passer à cette phase, la deuxième phase, dans les meilleures conditions. On y va à travers donc, ce switch-off. تواصل مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي في الجزائر إيقاف البث التلفزي التماثلي وتعميم البث التلفزي الرقمي TNT، وذلك ابتداء من 17 من نوفمبر 2020. لننتقل جميعا للبث الرقمي الأرضي. Voilà, de retour sur le plateau, on a pu voir ce spot qui explique un petit peu votre démarche. Il explique au grand public pour que tous puissent être au courant, être aussi prêts à ce basculement. Oui, donc ce qui est nouveau pour le 17 juin, aujourd'hui aussi, 17 novembre, pour les wilayas concernés, les 20 wilayas concernés, Constantine, il y a Béchar, Tindouf, il y a plein de... régions du Sud. Les régions du Sud, les régions de l'Est aussi. Il y a Galma, Djidjel, il y a aussi Constantine. Très bien. Donc elle est concernée par le switch-off aujourd'hui, donc le 17 novembre. Donc tout ça, ils vont être concernés par l'arrêt de l'analogique. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller vers le numérique. Un mode de transmission, il s'agit de transmettre l'image et le son en très bonne qualité de studio au téléspectateur. Donc le téléspectateur, il va utiliser ce qu'on appelle le décodeur, qui est dans la plupart du temps intégré dans le téléviseur. Donc les téléviseurs qui sont commercialisés depuis 2012, ils intègrent un récepteur qui est appelé le adaptateur TNT ou décodeur TNT. C'est comme le satellite, il est similaire. Donc on ne fait rien chez soi, on ne fait rien, on se prépare juste à avoir une meilleure qualité d'image. Donc, il y a en fait deux modes de réception. Il y a la réception intérieure. Donc, on a besoin de connecter directement l'antenne qui vient avec le téléviseur. On la connecte directement avec le téléviseur. On entre en menu, installation des chaînes, et on lance la recherche. Il va dans la partie UHF. Donc, on trouve toutes les chaînes qui sont lancées en TNT. Mais il y a un deuxième mode avec une antenne extérieure pour savoir
est-ce qu'on est censé par une couverture intérieure ou extérieure? Il faut voir notre site. Puisque dans notre site, on intègre ce qu'on appelle le Google Maps. Sur Google Maps, on trouve en couleur bleue tout ce qui est extérieur, en couleur rouge, tout ce qui est intérieur. Donc si vous êtes couvert par une couverture intérieure, donc vous n'avez pas besoin d'une antenne extérieure. Par contre, si vous êtes couvert par la couleur bleue qui présente ou représente la couverture outdoor extérieure, donc vous êtes censé de connecter une antenne extérieure. Très bien. Exact. Donc, ça faisait longtemps qu'on attendait cette qualité, haute qualité. Hein, oui, c'est ça. L'air numérique, on le trouve tout le temps dans notre environnement. On le voit en satellite, on le voit en Internet. Ce qui nous voit aujourd'hui, c'est en terrestre. En terrestre, la TNT. La TNT, elle est robuste même au changement climatique. Changement climatique, par exemple, dans les zones où il y a de la neige, où il y a de la pluie, beaucoup de pluie. Donc, ils subiront beaucoup d'atténuation par rapport au satellite. Par contre, la TNT, elle diffuse ce qu'on appelle dans la bande d'or. L'UHF, on appelle ça, elle est appelée chez les spécialistes la bande d'or, puisqu'elle résiste aux effets d'atténuation, aux effets à la pluie, à la neige. Donc, ça, c'est un avantage. Mais plus tard, il faut penser d'animer cette capacité de TNT par des nouvelles chaînes, par plus de chaînes. Aujourd'hui, c'est le cas avec la télévision algérienne qui s'étoffe aussi avec des différents programmes, différentes chaînes, et donc une qualité aussi qui doit être au diapason avec les chaînes étrangères également. Donc, ce n'est qu'un début. Donc, c'est un passage nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, certainement. Exactement. Donc, l'objectif, c'est d'aller... certaines chaînes sont arrivées à 4K, diffusées en 4K, etc. Exactement. C'est d'aller vers le deuxième mode de TNT, c'est-à-dire de multiplier le nombre de chaînes. Actuellement, on diffuse uniquement 6 chaînes qui sont actuellement diffusées sur satellite. Mais plus tard, donc avec le deuxième passage, donc on va multiplier le nombre de programmes, on va aller un nombre plus important, et aussi on va aller vers une qualité meilleure. On va passer du SD au HD. Donc la TNT, en deuxième passage, en deuxième transition, ça va être avec plus de programmes et plus de qualité. D'accord. Et puis, en plus de ça, il y a ce que je peux vous dire aussi, avec une interactivité, puisqu'actuellement on est en train d'exploiter une plateforme de test, ce qu'on appelle le HBBTV, c'est hybride broadband. C'est-à-dire avec un téléviseur TNT, vous pouvez entrer même sur Internet. On peut par exemple vous offrir une bibliothèque de films avec, tout en discutant avec la chaîne. Donc tout ça, c'est ouvert pour la TNT. Donc ça va nous permettre des nouvelles acquisitions. Et bien sûr, facilitation. Donc aujourd'hui, on a un choix du programme. Exactement, on a le choix du programme, et c'est c'est une évolution avancée pour l'Algérie. Bien sûr, et pour la télévision algérienne. Ce n'est qu'un début, donc il faut vraiment continuer avec un peu plus de travail pour atteindre des objectifs. Des objectifs en termes de couverture, donc il faut aller vers une couverture nationale, c'est autour de 95% de population. Et en termes de qualité et nombre de programmes. Alors vous allez partir vers la troisième phase. Est-ce qu'il y aura une troisième? Il y aura une troisième, elle va débuter le janvier 2021. Donc ça va concerner le reste des wilayas, c'est 23 wilayas. Donc avec deuxième phase, on va atteindre 28 wilayas, 25 wilayas, 5 plus 20, c'est 25. Donc il nous reste 23 wilayas. Donc la troisième phase concerne 23 wilayas. Il n'y a pas eu donc de problème lors de basculement, les phases précédentes, la première, deuxième aujourd'hui? On a eu plusieurs interactivités avec nos téléspectateurs. On a reçu des commentaires. Ils ont été réceptifs, il y avait des commentaires, ils étaient réceptifs. Des fois, il y a des critiques, critiques constructives. Donc on se critique pour avancer, ça c'est normal. Donc on a pu améliorer quelques trucs. Par exemple, il y a des installations TNT qui sont en cours d'être installées. Bon, par exemple, dans la wilaya de Bchar, dans la wilaya de Ouargla. Ça, c'est important pour élargir la couverture TNT, pour la rendre attractive, puisque la TNT, pour la rendre attractive, il y a deux choses à garantir. C'est la couverture nationale, c'est-à-dire la disponibilité de la TNT un peu partout en Algérie. Et aussi, c'est le développement de contenu. Donc, il faut penser dans l'avenir de développer des contenus adaptés à la TNT. Et je vous annonce que la TNT, la réussite de la TNT, c'est en programme régional. Plus tard, il faut penser d'animer programme régional, programme régional. Bien sûr, oui. c'est important. 50% des programmes qui sont diffusés par la TNT sont des programmes régionaux. Et ça sera aussi un support très important. Pour vous, vous allez aussi vous développer et être plus, peut-être, en grand nombre, peut-être, avoir donc plus de monde au sein de vos équipes?
Oui, bien sûr. Donc, on est des équipes. Vous déployez un peu sur tout le territoire national en plus. Nous, par exemple, dans notre direction de TDA, de direction d'études. Oui. Au niveau de Bouzarea, donc des directions de planification et gestion de spectre, on fait des études de planification, on planifie des zones d'ombre où il y a une zone d'ombre, donc on est obligé de planifier de nouvelles stations, on vérifie le champ, on fait des mesures pour confirmer est-ce que la TNT est garantie ou non. Donc ça c'est notre responsabilité, c'est notre travail vis-à-vis de notre téléspectateur. Donc on fait notre travail, actuellement avec la pandémie de Covid, on était obligé de travailler avec la vidéoconférence. Bien sûr. Avec la vidéoconférence, on peut animer des discussions avec des étrangers, avec nos équipes techniques et ingénieurs. Par contre, en déplacement, on a des staffs techniques qui se déplacent à domicile pour régler des programmes, pour réparer des stations qui sont en défaillance, pour vérifier le niveau de champ de TNT, pour garantir une très bonne qualité de service. En tout cas, bravo à vous. Et puis, Yatikom Saha, merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de tous ces efforts qui sont consentis par vos équipes au niveau donc, de la télédiffusion algérienne, donc au niveau de Bouzarea. À très bientôt et bonne chance. Et je vous remercie pour l'invitation. Merci. Et puis, il paraît que le match, donc la première rencontre du match Algérie-Zimbabwe a été diffusée en haute définition. En haute définition avec le... Donc, et le public a aimé ça. Hein. Ah, exactement. Voilà, merci beaucoup à vous. Et puis on rappelle encore une fois que l'Algérie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. On va en parler dès demain d'ailleurs. Hein. Bravo à notre équipe nationale. On en reparlera demain avec Hakim Keshroud. Et on n'oublie pas de remercier aussi notre sponsor officiel, Coral Peinture, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et pardon, formation hommage aux médecins. On va aussi revoir donc hommage aux médecins. On n'oublie pas, ça a été aussi notre clin d'œil aujourd'hui et surtout remerciement à tout le personnel médical et staff donc médical. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés et merci à vous de nous suivre régulièrement. On se donne rendez-vous dès demain 8h30 ici même. Au revoir.